Soyez les bienvenus sur Al24 pour une édition spéciale. N'allons pas par quatre chemins. Gaza est en guerre, une vraie guerre. C'est une guerre d'envergure du côté palestinien et du côté de la soldatesque sioniste. Le bilan non exhaustif des morts s'alourdit. Plusieurs centaines des deux côtés. On nous signale 370 morts du côté palestinien et 700 du côté sioniste. La nuit Razaoui a été lézardée d'obus, un terrain rudement bombardé par une aviation d'occupation, nuitamment des bombardements importants, mais loin de faire taire les armes palestiniennes, des membres d'une résistance, eux, sur le terrain, en train de semer le désordre et l'affolement en territoire occupé, qui ont secoué sévèrement certains centres urbains, dont Sderot et Ashdod. Des deux côtés, des belligérants qui préviennent que la guerre sera longue et difficile. Le raid sioniste massif a tout emporté, y compris des hôpitaux, des écoles et autres infrastructures, avec son lot de morts civiles, tout en ciblant les demeures de figures de responsables politiques palestiniens, des bureaux du Hamas totalement détruits par des bombardements. Autre chose à signaler, une guerre qui a ouvert un nouveau front sur la frontière nord, à la frontière libanaise pour être précis, avec le Hezbollah. Le mano à mano sur fond de tir, comme pressenti, ont été bel et bien vérifiés lors de la soirée d'hier. Les appels de la communauté internationale se font pour l'instant plus ou moins timides. Bienvenue, vous êtes dans un Moyen-Orient très compliqué, mais rajoutez-y cette fois une sacrée dose de poudrière entre deux protagonistes qui sont bien partis pour compter leurs morts d'ici les prochains jours. Mais pour quel résultat pour tenter d'avoir des éléments de réponse, nous recevons tout d'abord Hassan Qassimi, géopolitologue et un habitué de nos plateaux. Bonsoir Monsieur Qassimi, toujours un plaisir. Bonsoir, le plaisir est partagé. Et nous serons entre autres avec Rudolf El-Qarah, qu'on essaye de contacter, qui sera avec nous à partir de Bruxelles dans quelques secondes, espérons-le, qui est spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales. Je ne sais pas si on l'a pas encore, on me le signale, donc on reviendra vers lui dans quelques secondes. Mais avant de lancer les échanges, je vous propose un sujet pour planter le décor et mieux cerner les racines de l'escalade dont nous sommes témoins. C'est un sujet signé Nariman Zegar. N'ayant pas fermé l'œil de la nuit, les habitants de Gaza ont pu constater dès les premières lueurs du jour l'étendue des dégâts causés la veille par les bombardements aveugles sionistes. Presque assourdis par le brouhaha des explosions, c'est dans le silence qu'ils déambulent dans ce qui était, pas plus tard qu'hier, leur quartier de résidence. Nous étions assis, puis nous avons soudainement entendu le bruit d'une explosion dans les environs. Nous nous sommes précipités pour voir ce qu'il se passait. Nous avons constaté que les immeubles étaient détruits. C'est la première fois que cela arrive sans que les sirènes ne retentissent. Perdus au milieu des débris, ils s'empressent de déblayer les décombres à la recherche de survivants. Immeubles, maisons, écoles et hôpitaux, aucune infrastructure n'a été épargnée, ce qui a entraîné la mort de plus de 300 Palestiniens, dont des dizaines de femmes et d'enfants. Les habitants habitués aux agressions sionistes quotidiennes restent néanmoins surpris. Les sirènes qui annonçaient les bombardements n'ont cette fois pas retenti. Très vite, le chaos s'en est pris de la ville. Les sirènes n'ont pas retenti. C'est vers 1h du matin que nous avons trouvé des débris de missiles sur le sol. Nous sommes arrivés sur place et nous avons vu des images de chaos et de destruction, comme vous pouvez le constater en ce moment. Nous n'avons pas été prévenus. La frappe a visé l'ouest de la ville. Les dégâts sont vraiment importants. L'agression de l'occupation a provoqué le déplacement des populations vers des centres d'hébergement dans différents gouvernorats de Gaza. Les Palestiniens inquiets appréhendent les nouvelles frappes sionistes et face à l'indifférence de la communauté internationale, ils ne savent plus à qui exprimer leur détresse. Hassan Qassimi, commençons par vous. On ose le mot de part et d'autre de la part des figures officielles. Gaza est en guerre, une guerre qui risque de durer visiblement. Oui, d'abord, il faudrait parler un peu du concept de la guerre. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Donc, il faudrait bien que les gens comprennent que nous n'avons pas sur le terrain deux armées qui se battent. Nous avons
l'armée de Tachal, qui est l'une des armées les plus fortes du monde, entre guillemets, et nous avons à côté des Palestiniens qui s'organisent et qui défendent leur dignité, qui défendent leur existence, qui défendent leur territoire contre, bien sûr, une occupation qui dure depuis 1947. Donc, dans cette guerre, vous devez savoir qu'il y a des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui sont commis par l'entité sioniste. Et cela, nous devons le dire haut et fort, parce que là, vous devez savoir que actuellement, il y a une grosse campagne d'information et de désinformation qui est menée au niveau de beaucoup de télévisions occidentales et particulièrement au niveau des télévisions françaises, BFM TV, Antenne 2, TF1, CNews. Alors là, vous regardez aujourd'hui la télévision, vous avez pratiquement en chaîne, on nous montre des personnes qui de l'État sioniste qui pleurent leur mort. Et là, vous devez savoir que pleurer un mort est quelque chose de tout à fait légitime et je compatis à la douleur de n'importe quelle personne. Et là, je vous dirais une chose, que nous ne sommes pas antisémites pour la simple raison que nous condamnons le racisme d'où il vient. Et malheureusement, ce qui est inacceptable et inadmissible, c'est que quand ces télévisions font le blackout sur ces milliers de morts palestiniens et qui sont exterminés sans formalité, je vais vous donner quelques chiffres. Sur la dernière décennie, il y a eu à peu près presque 1 million de Palestiniens qui ont été tués par l'entité sioniste, et je vous donnerai presque 1 million de morts. Et personne ne condamne, personne ne réagit. Et on ne voit pas ça dans les télévisions françaises. C'est presque 1 million de morts exterminés par l'armée de Tachal sur la dernière décennie. Et en 2023, c'est récent, là c'est récent, personne ne peut être pris en flagrant d'omission ou de perte de mémoire. Pour la simple raison que cela s'est passé en 2023. Sur les 6 derniers mois, il y a eu 37 enfants qui ont été tués en Cisjordanie et personne n'a condamné, personne n'a réagi. Ça a été le blackout total sur les télévisions françaises qui passent souvent pour être de grands défenseurs des droits humains, des droits des personnes et des libertés. Et là, cela est inacceptable. Cela est inacceptable et cela est également scandaleux. Surtout que quand on voit au niveau des Nations Unies, je prends la dernière déclaration de Madame Michelle Bachelot. Michelle Bachelot qui est la patronne des droits de l'homme au niveau de l'ONU. Alors, avec 37 enfants qui ont été tués en 2023, elle fait une déclaration et elle exprime, avec vraiment beaucoup de mépris, elle exprime sans inquiétude face au nombre élevé d'enfants tués à Gaza. Donc vous voyez que les organisations internationales sont complices de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, et les télévisions également occidentales sont complices de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, et je dirais aussi le tribunal pénal international qui n'a pas ouvert d'enquête pénale au sujet de ces exterminations à grande échelle, de ces pratiquement crimes contre l'humanité. Le tribunal pénal international, qui a été bien sûr dans d'autres situations moins dramatiques, a ouvert des enquêtes et a lancé même des mandats d'arrêt internationaux. Et ce n'est pas le cas, malheureusement, pour des Palestiniens. Et là, pour les Palestiniens, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a nécessité urgente d'assurer une protection internationale de la population palestinienne. Parce que vous devez savoir que l'armée de Tachal va utiliser tous les moyens pour essayer d'exterminer cette fois-ci. D'ailleurs, l'un des chefs de l'armée de Tachal l'avait dit de manière un peu sournoise et de manière un peu indirecte qu'il allait faire cesser la résistance pour les 50 années à venir. Cela veut dire qu'ils ont l'intention d'exterminer
toute la population de Raza. Et là, ça commence, il va y avoir des massacres sur les populations razaouis. Et vous devez savoir que rien n'échappe à ces massacres. Des hôpitaux qui ont été bombardés, des groupes médicaux qui ont été bombardés, des ambulances bombardées, des zones d'habitation où on n'a que des civils. Et là, on veut faire passer que les QG de Hamas se trouvent au niveau de ces zones d'habitation. Cela est absolument faux pour justifier un peu ce qui se fait actuellement au niveau de Raza, à savoir des crimes de guerre, des crimes contre des populations civiles. Donc l'entité sioniste est en train de mener une politique de la terre brûlée, une politique de la terreur contre des populations civiles. Alors donc, Hassan Qassimi, justement, oui. prolongeons notre discussion. Comment expliquez-vous que cette attaque palestinienne arrive précisément à ce moment-là, c'est-à-dire le 7 octobre, je vais vous dire le 6 octobre. Je vais vous dire une chose, que c'est une attaque qui a été mûrement préparée depuis des mois et des mois, parce que vous devez savoir, depuis pratiquement en 2023, l'entité sioniste a mené des opérations d'assassinat et de répression contre les populations civiles palestiniennes. Je vais vous donner un chiffre. Il y a eu en 2022 plus de 7000 Palestiniens qui ont été mis en prison. Alors sur les 7000 Palestiniens, vous avez 882 enfants qui ont été emprisonnés. Cela est un scandale sur le plan international et malheureusement, personne n'en parle. Emprisonner 882 enfants en l'espace de 6 mois en 2022 et personne ne condamne, personne ne réagit. Cela veut dire que l'Occident est complice de l'entreprise monstrueuse d'assassinat et d'extermination ethnique de la population palestinienne. Et en plus de cela, vous avez aussi au niveau de l'administration de Netanyahou, vous avez des procédures de détention administrative qui ont permis en 2022 d'emprisonner plus de 2400 Palestiniens sans procédure, de manière extra-légale et sans procédure judiciaire. Vous voyez un peu l'ampleur de la répression au niveau de la Palestine. Alors, et ce qui explique un peu, c'est ce qui explique un peu la riposte. La riposte, les Palestiniens qui ont riposté au niveau de certains pays ont considéré cela comme étant du terrorisme, mais le terrorisme est un concept qui a été, il faut le dire, qui est actuellement manipulé, instrumentalisé, parce que quand on occupe votre pays et quand vous réagissez, ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance. Et la résistance dans ces situations, elle est légitime. Hassan Qassimi. Oui. S'il vous plaît, je vous avais posé la question, pourquoi la riposte d'envergure palestinienne arrive à ce moment-là précisément? Ben, je vous l'ai dit que c'est une riposte qui s'est préparée depuis presque une année. C'est le mode opératoire. Et c'est une riposte à un processus d'extermination des populations palestiniennes. Vous savez que la violence appelle la violence. L'entité sioniste est en train de réprimer les populations palestiniennes de manière systématique, de manière massive, ce qui explique un peu la riposte des Palestiniens et qui ont décidé de venger leur mort et pourquoi pas de récupérer les terres, parce que là où ils sont entrés sur des territoires qui leur appartiennent. C'est des terres qui leur appartiennent, c'est des colonies qui ont été expropriées aux Palestiniens, sur lesquelles des zones d'habitation ont été construites. Donc les Palestiniens ont réagi à un processus massif d'extermination et de violence. Donc nous sommes dans un cycle de violence infinie, l'occupation, l'extermination des Palestiniens des Palestiniens et la résistance des Palestiniens. Donc nous sommes dans un cycle. Vous devez savoir une chose, et c'est très important, et là je vais vous le dire. Bon, le Tachal, c'est et je vais le mettre cette fois-ci entre guillemets, l'une des armées les plus fortes du monde. Et là, je vais vous dire pourquoi elle n'est pas l'une des armées les plus fortes du monde, pour la simple raison que deux événements. Je vais vous parler du système de défense antiaérien, c'est le bouclier de fer, qui n'a pas fonctionné, et la clôture électronique aussi qui n'a pas fonctionné. Donc vous avez les deux dispositifs électroniques les plus perfectionnés
dans le monde et sur lesquels il y a eu beaucoup de publicité concernant comme étant des armes infaillibles, eh ben c'est des armes qui n'ont pas fonctionné. Et là, vous devez savoir que ça doit faire très mal, ça doit provoquer des migraines très fortes au roi du Maroc qui a acheté ce système de défense aérien, antiaérien. Donc voilà, en quelque sorte, je vous explique pourquoi. Là, ce n'est pas une attaque, c'est une réaction. C'est une réaction parce que les Palestiniens sont en position de défense, ils ne sont pas en position d'attaque. Donc ils ont répondu à une attaque qui dure depuis, à des attaques et à des injustices qui durent depuis 1947. Donc voilà, en quelques mots, comment je peux vous expliquer un peu ce qui vient de se passer ces jours-ci. Donc c'est une réaction tout à fait légitime. Les Palestiniens ont le droit de se défendre et ce n'est pas du terrorisme comme cela est présenté sur beaucoup de canaux d'information, les télévisions françaises qui sont devenues des annexes de communication de l'armée de Tachal, et cela ne fait que un peu ternir l'image de marque de ces moyens de communication français qui défendent maintenant l'injustice, qui défendent le terrorisme et qui ne soutiennent pas les causes justes. Je reviens vers vous, Hassan Qassimi, dans un instant. Nous avons avec nous en direct du Canada, Milou Chinoufi, spécialiste des relations internationales. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Merci d'être des nôtres. Alors, Mohamed El-Daif, le commandant de Hamas, a annoncé le lancement de l'opération Déluge d'El-Aqsa, une opération que le renseignement sioniste n'a visiblement pas vu venir, une ceinture sécuritaire qui n'a pas tenu 10 minutes. Le moment choisi pour une telle opération, selon vous, n'est pas inopiné? Bien sûr que non, c'est le week-end et puis il y a aussi des festivités, etc. Donc voilà. Donc je veux dire, le moment est bien choisi, c'est certain. Mais comme vous l'avez dit, ce qu'il y a d'important à noter ici, c'est vraiment l'échec cuisant du renseignement israélien. Parce que voyez-vous, la stratégie de l'occupant israélien est de toujours dire qu'il dispose d'une supériorité absolue sur le plan militaire, mais également sur le plan du renseignement, sur le plan de l'organisation, etc. Et c'est tout cela qui a été remis en cause par cette opération lancée par le Hamas. Et bien entendu, la symétrie est encore là. L'armée israélienne est dotée de moyens beaucoup plus importants que le Hamas, c'est clair, mais ce que nous apprend cette opération, c'est que nous sommes dans une guerre asymétrique, dans laquelle la victoire politique est plus importante que la victoire militaire. Parce que voyez-vous, maintenant, la revanche ou la réaction, la riposte va être massive, elle a déjà commencé à être très massive et elle va faire beaucoup de victimes et de destruction du côté palestinien, mais si vous voulez, la victoire politique, elle est plutôt du côté palestinien. Pourquoi? Tout simplement parce que ce conflit qu'on a eu tendance à considérer comme étant un conflit gelé, un conflit oublié, dans lequel Israël aurait gagné, et puis dans lequel les Palestiniens seraient un peuple vaincu, eh bien, c'est cette idée globale qui a volé en éclats, et ce conflit est encore au centre et au cœur de toute la géopolitique régionale. C'est aussi l'échec de la politique de Netanyahou qui, depuis en fait la fin des années 90, lorsqu'il y a eu le processus de paix avec les Palestiniens, lui-même, qui était opposé à la paix avec les Palestiniens, disait qu'il existait une alternative et que cette alternative-là, c'était toujours plus de force contre les Palestiniens d'un côté et de l'autre, la normalisation des relations diplomatiques avec des États arabes sans que la question palestinienne ne soit intégrée. Eh bien, le résultat de cela est que les États importants dans la région n'ont pas
encore normaliser leurs relations. Ils comptaient sur l'Arabie Saoudite, mais c'est clair que ça ne marche pas. Mais d'autre part, la politique du tout militaire qu'ils ont adoptée n'a fait que permettre la montée en puissance de l'extrême droite religieuse extrêmement violente et extrêmement virulente contre les Palestiniens. Et c'est donc toute cette construction, tout ce paradigme qui s'effondre devant nos yeux. Merci pour ces explications. Nous recevons à présent Lucien Cerise. Vous êtes en direct avec nous de Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes spécialiste d'ingénierie sociale. Alors, je donne rapidement la définition de la discipline. Elle consiste à étudier les méthodes pour manipuler ou reprogrammer, voire désarticuler tout type de système. Donc, on le dit tout nettement, il s'agit de pratiques de manipulation. Et les sionistes, pour revenir à notre sujet, ne sont pas les seuls à utiliser la méthode, bien entendu, mais ils y ont mis leur touche à travers leurs guerres et autres opérations d'intoxication, de manipulation. Comment expliquer, donc, j'en viens à ma question, comment expliquer que des maîtres manipulateurs et de l'espionnage n'aient vu que du feu, sans mauvais jeu de mots, concernant la charge militaire palestinienne d'hier? Comment vous l'expliquez? Alors, il se peut que ce soit justement un stratagème. C'est-à-dire que le Mossad a peut-être tout simplement laissé faire le Hamas. Ce n'est pas un grand secret de dire que l'entité sioniste a besoin d'insécurité pour créer de la cohésion dans sa politique intérieure. Tous les observateurs d'Israël, y compris des gens qui ne sont pas forcément pro-israéliens ni anti-israéliens, les observateurs neutres, disent que la société israélienne est très fragmentée, très divisée. Elle est toujours au bord de l'entropie sociale, et justement l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle des phénomènes d'entropie sociale, c'est-à-dire de division d'un groupe, mais aussi des phénomènes de négantropie sociale, c'est-à-dire des phénomènes d'unification. J'ai publié un livre intitulé « Gouverné par le chaos ». De toute évidence, les individus ou les organisations qui dirigent l'État profond israélien sont passés maîtres dans l'art de gouverner par le chaos. Et donc, faut toujours se rappeler qu'Israël est un pays occidental, que l'Occident est engagé dans un processus décadent depuis les années 1960. Aujourd'hui, il y a de grosses tensions en Israël entre les juifs orthodoxes qui, critiquent beaucoup le gouvernement qui est très tolérant vis-à-vis du LGBT. Pourquoi? Parce que le LGBT, c'est une culture du plaisir et de la consommation, et que ça ne fait pas des bons soldats. Il y a de grosses tensions à cause de cela. Récemment, il y a même un politicien qui a accusé, qui a dit que le LGBT était plus dangereux pour Israël que le Hamas. Donc Israël est parcouru par des processus comme ça de décadence sociale. Qui l'affaiblissent. Donc, de temps en temps, il faut effectivement relancer la mécanique militaire, soit en tuant un Palestinien au hasard, ce qui va relancer des troubles, soit en laissant faire le Hamas, et puis ce qui donne un prétexte pour ensuite relancer cette mécanique militaire fondée sur la peur et qui crée de la cohésion. C'est évident. Monsieur Cerise, je reviens vers vous après cette cour. Un ennemi extérieur, toujours. Et Israël est un cas d'école, un exemple pour ce genre d'études. Monsieur Cerise, je reviens vers vous dans quelques secondes après cette courte page de publicité.
Retour sur le plateau pour évoquer la guerre Razaoui. C'est bel et bien une guerre. D'après le nombre de morts, je rappelle qu'on est à 700 morts palestiniens et 1600 victimes à peu près. Le bilan est non exhaustif. À l'instant, juste avant la petite coupure pub, Lucien Cerise évoquait les possibilités d'une manipulation, puisqu'on sait que le Premier ministre Netanyahou était en très mauvaise phase politique et que sa société était complètement morcelée. Justement, je voulais avoir l'avis de Miloud Chenoufi par rapport à cet aspect. On sait que le Mossad, le Shin Bet et les autres unités de renseignement sionistes sont passées au fil des années dans l'art de la manipulation et des opérations d'intoxication. Est-ce que c'est une possibilité selon vous? Je crois que si on rapporte ce qui s'est produit à une perspective plus globale du conflit qui dure depuis des décennies, je crois que ce à quoi nous avons assisté, c'est une opération qui a été planifiée par le Hamas, pour laquelle il y a eu un entraînement logistique, un entraînement à l'art opérationnel et à la coordination des opérations. C'est plus, de mon point de vue en tout cas, parce que je n'ai pas d'informations autres, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Donc c'est une offensive de la part de la résistance palestinienne qui s'explique par le fait que le conflit est tombé totalement sous le radar. Il est tombé totalement sous le radar depuis justement qu'il n'y a plus d'affirmation à travers des actions militaires de la part des Palestiniens. Vous savez, la question palestinienne a été à l'ordre du jour à l'échelle internationale lorsque, eh bien, sur le plan de l'action, des événements se sont produits. Qu'il s'agisse de la guerre de 1973, qu'il s'agisse de l'intifada des années 80, ou comme on le voit aujourd'hui à travers une offensive militaire, tout d'un coup, le dossier palestinien fait son émergence. Et j'insiste là-dessus parce que la stratégie israélienne est justement que personne ne parle de la question palestinienne pendant que la politique d'expansion, d'annexion progressive des territoires palestiniens, de la colonisation des territoires palestiniens, des provocations à Al-Aqsa et ailleurs à Jérusalem, sans parler du système d'apartheid qui a été mis en place pour contrôler la société palestinienne, et bien pour que tout cela se passe complètement sous le radar. Et jusqu'à présent, ça a marché. Hein. Les quelques dernières années, eh bien, la colonisation se poursuivait, mais la question palestinienne n'était pas au cœur des discussions internationales. Pire encore, en parallèle avec ce silence sur ça, et en parallèle avec la continuation de la poursuite de la colonisation, eh bien, Israël a réussi à établir des relations diplomatiques entre guillemets normales avec certains États arabes, qui ne sont pas des États majeurs, mais quand même, ce sont des États arabes. Et voilà, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pro-palestinien ou pas, eh bien, on doit se rendre à l'évidence que la question palestinienne est une question centrale. Sans la régler, on ne peut pas espérer grand-chose dans la région en matière de stabilité, de prospérité ou d'intégration. Essayer de le faire sur le dos des Palestiniens, on le sait aujourd'hui, c'est un échec. Et je le dis, même si j'anticipe encore une fois une réaction particulièrement brutale de la part des Israéliens. Maintenant, si vous m'accordez encore une minute, les questions à l'intérieur d'Israël, eh bien effectivement, il y a une forte polarisation. Et malheureusement, ceux qui s'opposent à des mesures antidémocratiques de la part du gouvernement israélien, par exemple la réforme du système judiciaire, eh bien, ne comprennent pas que, au fond, s'ils ont le gouvernement qu'ils ont aujourd'hui, c'est tout simplement parce que l'occupation, la colonisation des territoires palestiniens se poursuit.
Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Milou Tchenoufi. Lucien Cerise, je vous retiens encore quelques minutes car je crois que vous devez nous quitter. Il y a un aspect dont j'aimerais qu'on aborde peut-être une importance dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de l'aspect économique. On sait que l'entité sioniste a une économie qui dépend largement sur l'économie de guerre. Dès qu'il y a une guerre, on remarque que, par exemple, les actions des entreprises sionistes augmentent au niveau de la bourse. Donc, qui dit augmentation des actions boursières dit enrichissement des responsables de ces mêmes entités. Donc finalement, pour le dire rapidement, la guerre enrichit beaucoup de monde au sein des territoires occupés sionistes et la colonisation aussi finalement. Oui, tout à fait. Il y a un documentaire qui est israélien sur le complexe militaro-industriel israélien qui est sorti en 2013, donc il y a 10 ans. Et qui démontrait tout cela très bien. Effectivement, le marché des armes et le marché de la sécurité, en général, c'est aussi les caméras de surveillance, etc. Tout ça rapporte beaucoup d'argent à Israël, qui n'exporte pas que des oranges, mais aussi beaucoup d'armes et de dispositifs de contrôle social. Ainsi que des méthodes. C'est en fait effectivement Gaza et la Cisjordanie et puis même le territoire israélien non palestinien de toute façon faut le considérer ça comme une vaste expérience, c'est-à-dire c'est un laboratoire et l'État profond israélien, le complexe militaro et industriel israélien, utilise sa population véritablement comme des cobayes, et la population juive comme musulmane. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de cet État, de cette entité bizarroïde, puisque dont les frontières ne sont toujours pas clairement fixées. Et donc en fait, au-delà même du matériel militaire, il y a aussi des méthodologies de guerre en milieu urbain, par exemple, c'est-à-dire de guérilla urbaine. Il y a des méthodologies de contrôle social, notamment psychologiques. Il y a tout un tas de méthodologies qui sont testées sur les Palestiniens et sur les Israéliens juifs et non juifs, et qui sont ensuite exportés, vendus. On sait que le Mossad fait partie des plus grands services de renseignement. Il y en a une dizaine qui sont très très puissants sur Terre. Le Mossad en fait partie, ce qui est un peu disproportionné par rapport au poids économique réel ou au poids démographique d'Israël. Il y a une sorte de surreprésentation du complexe militaro-industriel israélien sur le marché planétaire. Merci Lucien Cerise d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous étiez en direct de Paris. Un invité qui nous quitte et un autre qui nous rejoint en la personne de Jean Bricmont, analyste politique et auteur. Mais avant de vous donner la parole, Jean Bricmont, je vous propose une rétrospective de la lutte des Razaouis durant toutes ces années, un sujet signé Imen Merad. La riposte de grande ampleur orchestrée par le Hamas samedi contre l'entité sioniste survient après des décennies d'un perpétuel et meurtrier persistant conflit tuant des milliers de Palestiniens. Une guerre qui contraint des familles entières à vivre sous occupation sioniste et crée une peur constante face à l'imminence de tirs de roquettes et de bombardements. Gaza aujourd'hui, une enclave palestinienne éprouvée par les conflits, la pauvreté et les blocus, une succession de 15 longues années de guerre contre l'entité sioniste. Limitée au nord et à l'est par le reste des territoires palestiniens occupés, à l'ouest par la Méditerranée et au sud par l'Égypte, la bande de Gaza est un territoire exigu de 360 km², long de 41 km et large de 6 à 12 km. Abritant plus de 2 millions de Palestiniens, soit de près de 6 000 habitants au kilomètre carré, l'une des plus fortes densités de population au monde.
En juin 2006, l'opération Pluie d'été, la première offensive militaire sioniste menée sur le sol de la bande de Gaza, depuis le plan de désengagement unilatéral mis en application à l'été 2005, une offensive qui constituera la première étape d'une opération de plus large envergure imposant un blocus terrestre, aérien et maritime à l'enclave après l'enlèvement d'un soldat sioniste qui sera libéré en 2011. Fin 2008, les colons sionistes lancent une nouvelle offensive aérienne puis terrestre, bilan 1440 martyrs palestiniens. L'armée sioniste a assassiné fin 2012 le chef militaire du Hamas Ahmed Jabari, suivent 8 jours de frappes aériennes où 174 Palestiniens tombent en martyrs. En juillet 2014, l'entité sioniste lance une nouvelle opération faisant 2251 morts palestiniens, en grande majorité des civils. En mai 2018, l'Égypte a exceptionnellement ouvert sa frontière avec Gaza au mois de Ramadan, suite à la mort de 60 Palestiniens sous les balles de l'armée sioniste, une ouverture visant à alléger les souffrances des Palestiniens. Depuis, l'Égypte réitère occasionnellement cette ouverture frontalière. En mai 2021, l'occupant sioniste a effectué une descente dans la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam, déclenchant une guerre de 11 jours qui tue plus de 232 Palestiniens. 2 ans plus tard, en mai 2023, 35 Palestiniens dont des dirigeants sont tués en 5 jours de guerre. Dans un contexte conflictuel, dépourvu de ressources naturelles, l'enclave palestinienne souffre à ce jour d'une pénurie chronique d'eau et de carburant. Le chômage affecte la moitié de la population, dont les 3/4 des jeunes. Plus de 2/3 de la population dépend de l'aide humanitaire. La même proportion vit sous le seuil de pauvreté. Alors, Jean Bricmont, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir. Jean Bricmont, on me signale que Jean Bricmont sera avec nous dans quelques secondes. Hassan Qassimi, je le disais hier par rapport aux données des roquettes, habituellement la résistance palestinienne tire entre 100 et 500 roquettes sur les territoires occupés. Hier, dès les premiers instants de l'attaque palestinienne, on a dénombré plus de 5000 roquettes en l'espace de 20 minutes. Donc la question que je pose, est-ce que la résistance palestinienne a justement des ressources pour continuer le combat d'ici les prochains jours? Vous savez que c'est une guerre qui ne va pas durer, je vais vous le dire, pour la simple raison que l'entité sioniste a des fragilités très importantes. Et elle ne supporterait pas les conséquences de pertes humaines très importantes. Pourquoi? Pour la simple raison qu'actuellement, les données ont changé. Les Palestiniens, à Gaza, ont de nouvelles armes, disposant de nouvelles technologies. Et c'est des armes disposant de nouvelles technologies qui peuvent aller très loin, qui peuvent aller jusqu'à 100 km. Cela veut dire qu'ils peuvent toucher Tel Aviv, qui peuvent toucher le complexe nucléaire de Damona. Et là, croyez-moi que c'est la terreur qui a été installée par les attaques de missiles Razaoui au niveau de l'entité sioniste. Donc, le plus important dans tout cela, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les technologies de dernière pointe de l'entité sioniste, telles que le bouclier de fer ou la clôture électronique, ont été ridiculisées et elles n'ont pas fonctionné à côté d'armes rudimentaires, d'armes artisanales des Razaouis qui sont arrivés avec des fabrications locales d'armes sur le plan local qui sont arrivés à humilier l'entité sioniste qui se présente comme étant l'une des plus fortes armée du monde. Netanyahou, un véritable géant, mais au pied d'argile. Et en cas de guerre, c'est quelqu'un qui ne pourra pas aller très loin. Donc le mythe de la force surfaite de l'armée de Tachal vient de s'effondrer sous les coups de boutoir des armes, des missiles de Razaoui. Donc voilà, une guerre, elle ne va pas durer très longtemps pour la simple raison que les conséquences sur le plan humain même du côté d'ailleurs palestinien, Razaoui, mais du côté de l'entité sioniste,
les conséquences humaines seront insupportables et ils feront tout pour que cette guerre ne dure pas. Et le temps nous le confirmera, ou l'infirmera. nous le dira à ce sujet. Mais les probabilités sont celles-là. Alors, Milou Chinoufi, j'aimerais vous entendre. Vous avez entendu comme moi Hassan Qassimi sur les ressources éventuelles de la résistance palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Palestiniens, après l'envergure de l'attaque d'hier, est-ce que cette résistance a les moyens de perdurer ou de continuer le combat contre une armée qui a mené un bombardement massif, comme on l'a vu la nuit dernière? Écoutez, si on devait faire un parallèle historique, il faudrait se rappeler ce qui s'est produit pendant la guerre de libération en Algérie, lorsque s'est produite la fameuse offensive du Nord constantinois au tout début de la guerre. La réaction, les Algériens à l'époque étaient dotés de très peu de moyens militaires, et la réaction française avait été féroce, brutale, sans aucun égard au droit international. C'est à peu près ce qui se produit actuellement à Gaza, bien sûr, toute proportion gardée. Pourquoi je fais ce parallèle? Juste pour dire que dans un conflit asymétrique, il est très asymétrique, ici en l'occurrence, avec un État qui est doté d'une armée, quelles que soient ses faiblesses, mais aussi de moyens militaires conséquents, et de l'autre, une résistance avec les moyens que les résistances ont. Dans ce genre de conflit asymétrique, l'objectif est d'abord et avant tout politique. Donc ce qui était recherché par le Hamas et par les Palestiniens de façon générale, c'est d'un côté de remettre la question palestinienne à l'ordre du jour et à montrer que le tout militaire et la violence aveugle et brutale que Israël a appliquée à l'égard des Palestiniens depuis toujours, en fait, eh bien, c'est une politique qui ne marche pas, qu'il faut qu'il y ait une autre forme de solution. Donc, vous comprenez que c'est vrai que l'action militaire d'Israël va affaiblir les infrastructures, parce qu'elle va en détruire beaucoup. Elle va créer un malheur terrible auprès des familles à cause des pertes humaines qui commencent déjà à monter, incontestablement. Elle peut porter aussi atteinte à l'infrastructure militaire et sécuritaire du Hamas à Gaza. Mais vous savez, Clausewitz, ça fait bientôt 2 siècles, a dit la chose suivante, c'est que pour gagner dans une guerre, il vous faut détruire les capacités militaires de l'adversaire, mais aussi il faut détruire sa volonté de se battre. Et c'est cette volonté de se battre qui a généré la résistance du passé, lorsqu'elle était menée par le Harakat Fatah et des mouvements et des autres mouvements palestiniens. Et c'est la même matrice qui a généré la résistance qui est pratiquée par Hamas et qui générera dans le futur une résistance continue à la colonisation. Donc, vous comprenez que l'analyse doit être militaire, bien entendu, mais elle doit être également politique. Et sur le plan politique, quel que soit le déluge de feu que Israël est en train de lancer sur les Palestiniens, eh bien, politiquement, pour le moment, ce sont plutôt les Palestiniens qui ont marqué un point. Jean Bricmont, bienvenue. Je crois que vous êtes cette fois bel et bien avec nous. Bonsoir, bienvenue. Alors, déjà une réaction à chaud par rapport à l'attaque palestinienne d'hier ou l'opération d'importance inédite et historique. Est-ce que vous pouvez d'emblée nous donner votre réaction à chaud? Je pense que si on regarde l'évolution du conflit depuis 1948, en 1948, les Israéliens ont très rapidement gagné. Ils ont étendu leur territoire dans ce qu'on appelle les frontières de 67, qui ne sont pas réellement légales, mais bon, ils ont aussi, après il y a eu la guerre, 56 c'était pas terrible, mais la guerre de 67 a été une victoire écrasante des Israéliens. En 73, ça n'a pas été si simple, mais ils ont quand même gagné à la fin. Et puis, quand ils ont attaqué le Liban en 2006, ils se sont heurtés à une forte résistance de Hezbollah, et en fait, on peut dire que là, ils ont perdu. Et maintenant, s'ils sont en train, évidemment, il faut voir le rapport de force, mais si ils subissent une défaite au moins symbolique de la part du Hamas,
qui est un mouvement de résistance, mais est un mouvement très faible, qui n'est pas appuyé par un État, qui n'a pas les ressources d'un État. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Il faut voir comment la situation va évoluer dans les prochains jours. Je suppose qu'Israël va finir par repousser les incursions de Hamas, et ils vont évidemment tuer beaucoup de gens à Gaza, mais symboliquement, c'est une défaite. C'est comme l'offensive du Tet au Vietnam en 1967. Là, les Vietnamiens ont lancé une offensive qui a pris de surprise les Américains, mais évidemment, les Américains et leurs collaborateurs sud-vietnamiens ont repris le dessus. Et donc, ça a été formellement une défaite pour le FLN et le Nord-Vietnam, mais en réalité, symboliquement, c'était une victoire. Et ça a fait douter les Américains de la possibilité de vaincre. Les Israéliens, vu leur idéologie, c'est pas très facile de les faire douter de quoi que ce soit, mais on verra. On verra. Ils seront peut-être pas si sûrs d'eux. Les Américains, ils sont déjà embarqués dans une guerre en Ukraine. Ils se préparent à faire une guerre avec la Chine sur Taïwan. Là, je leur souhaite bonne chance. Et maintenant, ils sont obligés d'intervenir au moins économiquement et militairement pour soutenir Israël. Donc, ils sont obligés de combattre sur plusieurs fronts. Et je ne sais pas si la population américaine sera enchantée de faire les frais de ces opérations. Donc moi, je pense qu'au point de vue symbolique, au moins, c'est une victoire pour les Palestiniens. Alors, Jean Bricmond, dans vos travaux, dans la fibre chomskienne, des travaux qui sont axés sur les fake news en temps de guerre, on le voit, le récit diffusé par les médias occidentaux qui d'emblée se mettent en branle dès que l'attaque palestinienne a été lancée, avec d'un côté on a un récit qui est très simpliste, avec d'un côté, simpliste mais habituel, alors d'un côté on a des victimes sionistes, des victimes éternelles, et d'un autre côté les extrémistes palestiniens égorgeurs de l'autre, qui sont juste là parce que traversés de haine et du nihilisme, enfin, en tout cas c'est la représentation caricaturale qu'on en donne. L'OTAN, par ses émissaires, condamne entre guillemets des terroristes palestiniens, non pas des soldats palestiniens, mais on dit bien terroristes palestiniens. Donc le choix du vocable n'est pas du fait du hasard, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ah oui, en France, par exemple, la situation est terrible parce que, évidemment, tout le monde répète, comme aux États-Unis, que c'est une attaque non provoquée, comme ils ont dit ça pour l'intervention russe en Ukraine, qui évidemment a été provoquée. Et ici, l'intervention est encore plus provoquée, vous l'avez rappelé dans votre reportage, par des années d'agression israélienne contre Gaza et en pratique contre l'entièreté de la Palestine. Et donc, évidemment, c'est provoqué. Mais ils disent tout c'est non provoqué, ça sort de nulle part, comme les gens ne connaissent pas d'histoire, qu'on n'enseigne rien du tout à l'école, chez nous en tout cas. Et donc, les gens ne comprennent rien, et on leur dit c'est non provoqué. Et alors, en plus, il faut souligner qu'il y a eu une agitation qu'on appelle islamophobe, enfin, que j'appellerais plutôt l'hystérie anti-islam, qui est très très forte en France, un petit peu moins en Belgique, mais quand même, qui est liée à la soi-disant laïcité. Et alors, ils font énormément de bruit autour du foulard pour les filles à l'école, l'abaya, je ne sais même pas ce que c'est, mais bon, ils font énormément de bruit là-dessus, et ça prépare les opinions à voir les islamistes, comme ils disent, parce qu'évidemment, Gaza, c'est des islamistes, et ces gens-là, évidemment, sont immédiatement assimilés à des terroristes. Et les gens ont beaucoup, beaucoup de mal de dire un mot de gentil à propos des combattants du Hamas. Et en fait, en France, on regarde les partis politiques, le Parti communiste, évidemment les socialistes et tout ça, tous condamnent le Hamas pratiquement sans nuance. Ils vont évidemment dire que Netanyahou est d'extrême droite, blablabla, mais n'empêche, la condamnation première, c'est quand même celle pour le Hamas. Le seul parti qui a pris une position de défense du droit à la résistance armée des Palestiniens, c'est le nouveau parti anticapitaliste qui est issu de la mouvance trotskiste, et déjà, il y a un avocat qui s'appelle Golnagel, qui dit qu'il va les poursuivre au nom des lois antiterroristes. Parce qu'il y a des lois en France qui condamnent, et j'espère que je ne vais pas être condamné, mais qui condamnent à des années de prison des gens qui font l'apologie du terrorisme. Donc je précise que moi je ne fais pas l'apologie du terrorisme et je ne fais pas l'apologie du Hamas, je décris simplement la situation. Alors Jean Bricmond, dernière question, parce que je crois aussi que vous devez nous quitter. Si on faisait un parallèle entre le conflit russo-ukrainien et l'opération palestinienne d'hier et le descriptif qu'on nous sert au sein des médias occidentaux, alors d'un côté, les Ukrainiens ont le droit de se défendre avec beaucoup de soutien financier et de l'armement qui vient à peu près de partout, et les Palestiniens d'un côté qui sont sous la boutine militaire
militaires sionistes, eux, n'ont pas le droit de prendre les armes pour un tantinet défendre leurs droits. C'est le deux poids, deux mesures, la géométrie variable. Bien sûr, mais c'est encore pire que ça, parce que quand en 99, il y a eu la guerre contre la Serbie à propos du Kosovo, là on estimait que l'indépendance du Kosovo, qui faisait partie de la Serbie légalement, était absolument sacro-sainte. Quand il y a eu l'affaire en 2014 avec le coup d'État en Ukraine, il y a eu la révolte d'abord évidemment en Crimée et aussi dans le Donbass, et le droit à l'autodétermination de ces peuples a toujours été nié. Encore maintenant, les Ukrainiens prétendent qu'ils vont reprendre la Crimée et en fait ils pratiquaient une certaine épuration ethnique. Donc, on est dans l'hypocrisie la plus totale, on est dans la folie la plus totale, parce qu'effectivement, maintenant, ils vont évidemment défendre, donc ils défendent le droit de l'Ukraine à se défendre, c'est-à-dire à essayer de reprendre des territoires où les gens ne se sentent pas ukrainiens, mais se sentent russes et étaient russes depuis très longtemps, ça c'est une première chose. Et puis ils défendent évidemment le droit d'Israël à se défendre contre les Palestiniens. Ils vont donner des tas d'armes et d'argent à Israël. C'est le discours occidental là-dessus d'une hypocrisie totale et on est dans le délire complet. Monsieur Bricmont, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste politique et auteur, spécialiste des fake news en temps de guerre. Merci d'avoir été notre invité ce soir. À très vite. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors Hassan Qassimi, c'est vrai le descriptif donné par Jean Bricmont au sujet de cette machine médiatique qui se met en branle dès qu'on touche un tantinet, un cheveu de l'entité sioniste, il y a quand même une crise de confiance, il y a une crise profonde au sein des médias occidentaux. Vous savez, nous sommes en face d'une industrie de la communication coloniale, dont l'objectif est d'occuper des territoires, et bien sûr par la force. C'est le cas de la Palestine. Et vous devez savoir, quand on essaye d'analyser ou de décortiquer des événements qui se déroulent, les mots ont leur importance. D'abord, je voudrais revenir à l'attaque soi-disant une attaque Razaoui contre l'entité sioniste. Ce n'est pas le cas. Il faut inverser les mots et inverser la situation. On est dans une situation où c'est l'entité sioniste qui fait la guerre aux Razaouis. Ce n'est pas les Razaouis qui attaquent l'entité sioniste. C'est très, très, très important de rectifier et de remettre cela au bon endroit. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est une situation pour les Razaouis de légitime défense face à des colons, face à une armée coloniale, à une armée qui occupe des territoires par la force et qui pratique pratiquement l'extermination à une vaste échelle des populations sahraouies. Maintenant, il y a d'autres problématiques très importantes que nous n'avons pas abordées. Si vous pouvez me donner un moment pour essayer de Hassan Qassimi, Hassan Qassimi, je vous donnerai un moment, mais nous avons une page de publicité. C'est les aléas de la programmation de ce soir. Donc, je reviens vers vous juste après, justement, cette page de publicité. Retour pour l'édition spéciale dont la thématique du jour est la guerre Razaoui, une guerre en vrai dont le premier chapitre a débuté hier avec cette opération d'envergure. On en avait parlé ici même. Hassan Qassimi, je crois que vous vouliez attirer notre attention sur un aspect particulier. Allez-y. Bien sûr, vous savez qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe actuellement à Gaza sans parler du plan d'Abraham. Le plan d'Abraham, rappelez ce que c'est pour nos téléspectateurs. Il faut le dire d'une manière très forte.
c'est la matrice politique de la trahison. C'est une normalisation dont l'objectif est d'enterrer la cause palestinienne et aussi d'enterrer la paix et d'enterrer la solution à deux États. Voilà le plan d'Abraham que nous devons à notre tour au niveau du monde arabe, qui doivent se mobiliser, se solidariser pour enterrer collectivement le plan d'Abraham, qui est une véritable trahison. Donc c'est un processus rampant, criminel, qui peut faire beaucoup de mal aux Palestiniens et qui peut leur retirer même le droit à l'existence. Donc sur ce point-là, je voudrais proposer à ce que les États arabes se mobilisent et activent rapidement pour retirer au roi Mohamed VI la présidence de la commission Al-Quds, sachant très bien que dernièrement Borreta, le ministre des Affaires étrangères, a fait une déclaration scandaleuse en soutenant Netanyahou contre Hamas. Et là, je voudrais revenir au dernier point, si vous pouvez me laisser le dire, c'est la déclaration du président Biden. La déclaration du président Biden, on s'attendait à une déclaration qui devait absolument un peu calmer la situation avec ce qui se passe un peu en Palestine. Ça a été une véritable déclaration de guerre contre la Palestine, et aussi ça a été un soutien inconditionnel pour l'entité sioniste. Et Biden a écarté d'un revers de la main toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui sont en faveur de la cause palestinienne. Donc, dans tout cela, nous devons absolument interpeller l'opinion internationale, les organisations internationales, pour protéger les populations, assurer une protection internationale des populations palestiniennes, que les États arabes se mobilisent pour soutenir la cause palestinienne. Et là, le dernier point, là, nous interpellons le tribunal pénal international pour qu'il puisse traduire rapidement devant un tribunal de guerre des criminels de guerre comme Netanyahou et ses collaborateurs. Voilà, maintenant pour la déclaration de Macron, elle a été scandaleuse au sujet de la Palestine. Un président qui réaffirme aussi son soutien à un projet colonial Alors pour la dernière partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Rodolphe El-Qalah, qui réagira à partir de Bruxelles, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de relations internationales. Marhaban. Bonsoir, marhaba. Je rappelle le bilan du côté palestinien qui arrive, qui dépasse les 730 morts, sans compter les 2000 blessés. Ismaël Haniyeh, la figure principale de l'autorité palestinienne, affirme que la guerre se prolongera en temps et en lieu, puisqu'il parle des terrains comme la Cisjordanie ou le flanc ouest d'El-Quds. Écoutez, d'abord, il y a eu visiblement des problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu écouter ce qu'on dit aux interlocuteurs. J'ai entendu un tout petit peu ce qu'avait dit notre ami Jean Bricmont, et puis la personne qui vient de parler, dont je suis désolé de ne pas connaître. C'est pas grave. Avant de répondre sur cette question technique, sur la question des morts, des blessés, etc., qui aujourd'hui maintenant me paraît secondaire, permettez-moi d'insister sur 4 ou 5 points qui me paraissent extrêmement importants. Je vous en prie. Pour aborder cette situation d'une part, pour aborder la manière dont les Européens et les Américains, c'est-à-dire le bloc atlantiste, gèrent aujourd'hui cette surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Le premier point, c'est, si vous permettez, je voudrais totalement récuser et très rapidement ce parallèle qui peut être fait entre la situation en Ukraine et la situation en Palestine. Certains se sont fourvoyés dans cette affaire. Il est hors de question de mettre sur le même plan la situation en Ukraine, dont tout le monde connaît les tenants et les aboutissants depuis le coup d'État de Maïdan et bien avant, depuis l'effondrement du système des blocs en 1991, après la période de la guerre froide et la fin de l'URSS. La question palestinienne est une question coloniale, avant toute chose. Le deuxième point, il faut revoir tout le vocabulaire et le récit colonial. On ne peut pas s'étonner du fait que tous ces dirigeants européens ou américains utilisent ce vocabulaire. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Il ne faut pas du tout s'étonner du vocabulaire utilisé par Mme von der Leyen, par Mme Metsola, la présidente du Parlement, etc., qui se dit horrifiée. Pour une raison très simple, c'est que d'abord,
ils ont renié leurs propres principes. La fameuse déclaration de Venise a été complètement reléguée aux oubliettes. Mais il ne faut pas que nous oublions, nous aussi, que dire que la guerre, que Gaza est entrée en guerre, cher M. Bouaziz, permettez-moi de vous dire que cette guerre dure depuis bien avant 1948. La Palestine a toujours été en guerre. Et donc, c'est à partir de ce prisme-là, de cette prise de position-là, qu'il faut lire ce qui se passe aujourd'hui, et nous allons y venir. Évidemment, ce qui se passe aujourd'hui peut se traduire sur le plan géopolitique, militaire, politique, historique, culturel. C'est une situation globale. Et les guerres, en général, sont en précipité qui révèlent, si vous voulez, toutes les dimensions d'une question ou d'un conflit, notamment avec la question de Palestine. Alors, cette question de Palestine, je disais tout à l'heure qu'elle était une question qu'il fallait l'approcher dans une lecture ou dans une perspective, si vous voulez, historique, qui est celle de la montée de la période coloniale. Quand est-ce que la Palestine est passée sous la coupe britannique? À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, après la Première Guerre mondiale. On parle souvent de la déclaration Balfour, mais bien avant la déclaration Balfour, le père de la géopolitique anglaise, Lord Halford Mackinder, à la conférence organisée par le Premier ministre de l'époque, Campbell Bannerman, en 1907, avait parlé, et ensuite il l'a révélé dans une lettre à Lord Balfour, de l'importance de la mainmise et de la création d'une entité, il avait appelé ça un État juif, sur ce qu'il appelait la colline, c'est-à-dire sur la Palestine. Pourquoi? Parce qu'il considérait que la Palestine était à la charnière de la vie de l'Afrique et de l'Europe, et que qui contrôlait ce qu'il appelait encore une fois la colline, c'est-à-dire Jérusalem, contrôler ces trois entités géopolitiques. Ça commence là, et ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, l'État israélien est un État doublement colonial, d'une part parce que il est issu d'une dynamique coloniale, et en plus de ça, vous avez à l'intérieur de l'entité, comme l'ont appelé vos interlocuteurs, l'entité sioniste, vous avez un gouvernement qui est un gouvernement fasciste, au regard, si vous voulez, des critères dont on parle lorsqu'on dit le mot fasciste. Vous avez un État colonial fasciste et vous avez un pouvoir à l'intérieur de cette entité coloniale qui est le pur produit du fascisme depuis l'époque de Jabotinsky. Le troisième point, c'est un point qui n'est pas de détail non plus, parce que je parlais tout à l'heure de vision historique et culturelle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez les Israéliens nous dire que ce qui s'est passé, et il focalise sur ça, c'est un manquement de vigilance de la part de leurs services de renseignement. Ça, c'est typiquement une approche coloniale. C'est-à-dire que s'ils ont échoué, si cette entité a échoué, ce n'est pas parce que l'adversaire en face a les capacités de lui faire face avec les moyens dont il dispose, évidemment, qui sont totalement inégaux, mais c'est parce que eux n'ont pas réussi à percer les secrets de l'opération militaire. Ça, c'est typiquement une approche et un récit colonial qu'on a vu n'importe où. Relisez la guerre d'Algérie, relisez toutes les interventions américaines au Vietnam, etc., pour vous rappeler simplement les choses au niveau du Vietnam. Juste un exemple. Après l'échec américain au Vietnam, vous relisez les rapports de la Rand Corporation, les déclarations du Pentagone. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la guerre au Vietnam? Non pas parce qu'il y avait des patriotes vietnamiens qui ont totalement coupé de l'invasion coloniale, mais parce qu'ils ont perdu la guerre dans les médias. Ils ont perdu la guerre dans les universités. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'ils perdent la guerre de l'image, ils ont perdu la guerre. Et ils minimisent totalement le rôle de leurs adversaires. Et ça, c'est encore une fois une question coloniale. Le troisième point, sur lequel également je voudrais insister, et ça ici, c'est d'un point de vue géopolitique. Mais permettez-moi juste de parler de la dimension humaine. Faites le parallèle, regardez les images. Je vais vous prendre deux exemples, ou un exemple plutôt en deux volets. Vous vous souvenez de ces images qui ont circulé il y a quelques semaines, où l'on voyait une Jérusalémite qui se tenait à la porte de l'entrée de la mosquée Al-Aqsa être bousculée et littéralement écrasée par 7 ou 8 policiers palestiniens qui l'ont mise à terre.
Eh bien, en contrepartie, la contre-image, vous l'avez vu aujourd'hui lorsque vous avez vu la soldate israélienne dont on dit, je n'ai pas confirmation aujourd'hui, mais on le verra plus tard, que ce serait la fille du ministre de la Défense de l'entité israélienne. Vous pouvez comprendre à partir de ces deux images ce que signifie aujourd'hui cette opération militaire. Alors, pour la première fois, les choses sont inversées. Alors, que personne ne vienne nous dire, comme l'a dit, et ça, nous allons leur demander des comptes. Faites bien d'insister. Alors, Rodolphe Al-Qara, justement, je voudrais. Merci pour ce rappel historique fort intéressant et qu'il est essentiel de rappeler ici même. Mais est-ce que, selon vous, la stratégie palestinienne a des potentialités pour durer sur le temps? En dépit de l'aspect symbolique que vous avez rappelé, il est vrai que le symbole est chargé aujourd'hui, qu'au niveau symbolique, l'État sioniste a complètement perdu cette bataille. Mais physiquement, est-ce que les Palestiniens ont des ressources pour mener encore les combats d'ici les prochains jours? Monsieur Mohamed, il faut savoir gérer le temps. Les choses ne se passent pas d'un coup de baguette magique. Ce sont des accumulations. La situation dans laquelle, ou pardon, plutôt les prises de position que l'on voit aujourd'hui de la part des Américains et de l'Union européenne, c'est en fait tout un déroulé historique qui commence il y a 30 ans, lorsque les équilibres mondiaux ont été remis en question par l'effondrement du système des blocs. On a vu le vocabulaire changer, on a vu les Européens changer d'attitude, là où le rapport de force permettait d'avoir ce qui avait été la déclaration de Venise, qui avait été relativement équilibrée, comparé là avec la déclaration de la présidente de la Commission européenne ou de la présidente du Parlement européen aujourd'hui. Les choses ne se passent pas d'un coup de baguette magique, c'est une accumulation. En contrepartie, lorsque vous me demandez est-ce que ça va durer ou pas, souvenez-vous que cette confrontation avec l'État d'Israël, comme je le disais tout à l'heure, dure depuis des décennies. Mais le changement qui a eu lieu a commencé à partir de l'évacuation en 2000 par l'armée d'occupation israélienne du territoire libanais occupé depuis 1978. Puis par accumulation, nous avons eu la victoire de la résistance libanaise en 2006, progressivement, et tout ça, c'est un soubassement sur lequel vient de se construire cette dynamique de résistance face à l'occupation coloniale et face à l'hégémonie. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Pour conclure, si vous voulez, sur cet aspect des choses. Ce que nous observons aujourd'hui en Palestine. Si je pars du principe ou de cette analyse que je développais tout à l'heure, en disant que la Palestine et l'occupation de la Palestine avaient été l'apogée du développement du mouvement colonial. L'avant-dernier État à avoir disparu dans cette dynamique, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Attention, ici, je voudrais dire une chose, c'est que en Afrique du Sud, la situation d'apartheid n'est pas, je disais que c'était une situation coloniale, mais l'état d'apartheid n'est pas similaire à ce que nous vivons en Palestine. Parce que dans l'apartheid sud-africain, les bourses n'ont pas fait disparaître la population sud-africaine, ils l'ont considérée comme une sous-population. Ils appelaient ça des undermention, un peu comme en prenant le vocabulaire nazi. Alors qu'en Palestine, il y a une substitution, il y a une falsification, il y a des faussaires qui vous font croire que la Palestine n'a jamais existé. Et pour résumer, si vous voulez, cette vision, vous la connaissiez comme moi, c'est le fait de dire c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre, ce qui est un formidable mensonge. Et tout ici est construit sur le mensonge, y compris votre interlocuteur tout à l'heure parlait des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ne sont rien du tout, c'est une chimère. Ce n'est même pas la peine d'en discuter les bases. Ce qu'il faut faire, c'est récuser le projet politique qui se cache derrière. Alors je vous disais donc que l'État de Palestine est l'apogée de cette dynamique coloniale. Et aujourd'hui, le PIG a commencé. Et la fin de cette entité coloniale, si vous voulez, elle traduit également ce grand bouleversement qui est en train de se produire dans le monde avec la fin de l'unilatéralisme, avec la fin de l'emprise
de l'Empire américain sur le monde avec ce qu'on a appelé la mondialisation, mais moi ce que j'appelle la globalisation américaine. Ça, c'est terminé. Et ce grand mouvement de changement des relations internationales qui commence en Ukraine, qui ne finit pas en Afrique, ni en Amérique latine, ni en Asie, qui est en train de se développer, est exprimé aujourd'hui en Palestine par ce renversement et ce changement des rapports de force. C'est sous cet angle-là qu'il faut voir ce qui se passe. Et évidemment, il faut voir les choses dans la durée. Et il faut aussi reconnaître qu'il n'y a jamais eu, à travers l'histoire, M. Bouaziz, jamais une puissance coloniale ou une puissance impériale ou une puissance même vivant sur l'injustice qui a accepté de dire « nous ne sommes plus hégémoniques, nous n'avons plus le pouvoir ». Tout se passe malheureusement dans la violence et dans le sang. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Palestine paye le prix du sang sous cette forme, mais lorsqu'on a une lecture différente de ce que racontent les médias, parce que les médias sont inintéressants, on sait ce qu'ils vont dire à l'avance, notamment les médias atlantistes, on voit les choses sous un autre angle, et je crois que ce qui change aujourd'hui, ou ce qui apparaît aujourd'hui, c'est une réémergence de la Palestine en tant qu'entité et en tant que symbole. Ça va nettement au-delà. Et malheureusement, le temps. Hamas et le Fatah et l'autorité palestinienne, etc. On est dans une véritable phase historique dont la Palestine aujourd'hui est l'un des symboles. Rodolphe El-Qarah, malheureusement, nous sommes, le temps file et juste une dernière question à vous poser. Ce que vous êtes en train de nous dire finalement, vous êtes en train de nous décrire un nouveau chapitre historique qui est en train de s'ouvrir avec la phase descendante de l'entité sioniste et l'avènement du multilatéralisme et la fin de l'hégémonie américaine. En fait, c'est un nouveau chapitre du temps historique qui est en train de s'ouvrir. Et à l'intérieur même de ce monde multipolaire, il y a une situation de complexité qui est en train d'apparaître, où les intérêts des peuples, les intérêts des sociétés, les intérêts des États et le respect des États va prendre la prééminence sur l'hégémonie qui s'est imposée. Mais ce que je voudrais vous dire, si vous permettez, pour éviter que, pardonnez-moi le mot, certains idiots se mettent à nous raconter des histoires comme ils l'ont raconté chaque fois que nous remettions en question la politique de l'entité coloniale israélienne, ils veulent faire disparaître et ils veulent faire... Ce qui va disparaître, et j'assume la responsabilité de ce que je dis, c'est l'entité coloniale en tant qu'entité politique. Évidemment, sur le plan humain, les choses devront être gérées autrement, parce qu'on ne gère pas 150 années de crimes, finalement, vis-à-vis de la Palestine, par un coup de baguette magique. Alors que personne ne s'avise et qu'à bon entendeur salut, de venir nous apporter ou nous porter les accusations habituelles, qu'on nous sort régulièrement dès que nous parlons de ça. C'est l'entité politique, dans son rôle de gendarme régional, qui a procédé ou qui en fait est, si vous voulez, le ferment d'une tentative de destruction. Rodolphe El-Qarah, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rendez-vous du jour. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres et merci pour votre leçon d'histoire très intéressante. Je suis sûr que ça a beaucoup intéressé nos téléspectateurs. Je tiens également à remercier Milou Chinoufi qui nous a quittés et qui intervenait à partir du Canada, ainsi que Jean Bricmont, Lucien Cerise et bien sûr Hassan Qassimi. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. L'échiquier international arrive à sa fin. Bonne suite des programmes sur Al 24 News.